Neuf récits rapides, haletants, brefs et avec des chutes inattendues et mystérieuses. C'est en ces mots que Eti Maker, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, décrit cette œuvre, Cauchemar sur la fureur des vagues, second ouvrage de M. Christian Yao, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 2 et bienvenue à votre magazine littéraire Entre les lignes. Monsieur Yao, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur ce plateau. Merci. Cauchemar sous la fureur des vagues, c'est votre œuvre et on précise que vous êtes en ce moment enseignant-chercheur au département de philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Effectivement. 9 nouvelles, des thèmes variés, surprenants en tout cas pour quelques-uns, en particulier dont on parlera dans quelques instants. Oui. On ne parlera pas des 9 nouvelles. Hein. Moi, j'aime bien que le lecteur ait toujours des choses nouvelles à apprendre. On va commencer avec le début, bien évidemment, et la première nouvelle, La main ténébreuse. Oui. C'est une histoire qui fait froid dans le dos. C'est le récit d'une lutte acharnée dans le monde occulte entre sorciers. J'essaie de mettre à nu dans cette nouvelle le côté négatif des choses occultes. Et ces choses occultes-là, je veux parler particulièrement de la sorcellerie qui mine nos sociétés. Je dirais, c'est après la colonisation, c'est l'héritage culturel que les Africains ont su jalousement garder. Malheureusement, pas un bon héritage parce que ça mine la société tout entière. Un fléau. C'est une plaie pour l'Afrique. Effectivement. Et donc, j'essaie de mettre à nu afin que chacun puisse tirer le mieux pour éviter de tomber dans le côté négatif de cette chose-là. On va savoir même s'il y a des côtés positifs. Hein. Bon. On peut en débattre. Oui, hein. si on pense que ça peut servir de temps en temps à soigner. Exactement. Voilà. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Oui. Alors, c'est l'histoire ici d'une jeune dame enceinte qui est forcée, on dira, de fuir son village. Effectivement, son grand frère, qui est le patriarche, n'accepte pas que cette jeune dame, qui est sa petite sœur, traverse les barrières culturelles pour se marier à un homme, de caste inférieure. Et donc, l'amour étant l'amour, elle n'a pas pu résister à cette tentation d'aimer ces jeunes venus des castes inférieures. Et donc, la grossesse est venue. D'accord. L'histoire n'est pas située dans le temps. Hein. Mais Oui. j'aimerais savoir, vous qui vous êtes penché sur ce thème-là, est-ce que ça continue encore, ces histoires de castes supérieures, inférieures, des mariages qu'on
qu'on arrange ou des mariages qu'on interdit parce que étant de castes distinctes. Est-ce que ça persiste dans nos sociétés? Oui, dans nos sociétés traditionnelles profondes, ces choses-là sont encore d'actualité. C'est vrai que les choses se sont modernisées, mais dans les sociétés traditionnelles profondes, il y a encore des vestiges qui font encore du feu. Voilà. D'accord. Cette jeune dame donc, qui fuit son village accueille chez elle sa petite sœur de 6 ans. Oui. Dans son nouvel environnement, dans sa nouvelle ville, sa nouvelle maison. Sa petite sœur de 6 ans, et là, on va dire, elle signe sans le savoir son presque arrêt de mort. Oui, effectivement. Pour elle, cette petite sœur de 6 ans devait pouvoir l'aider pour le ménage. Malheureusement, elle avait été initiée par le patriarche qui l'a mandaté de porter atteinte à la grossesse parce que pour lui, cet enfant ne devait pas naître. Alors elle vient, elle s'adonne à ce manège mystérieux. La journée, la grossesse est en pleine forme. La nuit, elle déménage le fœtus pour le déposer sur le toit. Et bon, la suite est vraiment difficile. Alors, voilà. La jeune dame, elle remarque qu'elle a quelques petites perturbations dans sa grossesse parce qu'un soir, elle se rend compte que l'enfant qui est presque à terme ne bouge plus. Oui. Elle décide de se rendre à l'hôpital le lendemain. Miracle, le lendemain, tout redevient normal. Et un soir, il fait nuit. L'heure n'est pas précisée, mais on imagine que c'est au cœur de la nuit. Oui. Elle a soif, elle descend pour se servir un verre d'eau. Et là, elle entend des cris venant de la chambre de la petite fille. C'est comme ça que le poteau rose est découvert. Oui. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et la grande sœur qui se dirige sur la pointe des pieds vers la chambre de la petite sœur, elle se rend compte que la petite sœur, dans une somnolence là, est en train de refuser quelque chose. Mais apparemment, elle est seule, elle ne comprend pas. Et donc, elle secoue la petite sœur qui se réveille, tout affolée là, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, elle reprend sa lucidité et elle décide d'avouer tout le manège mystérieux qui se trame dans la maison de la grande sœur. C'est en ce moment-là qu'elle fait savoir à sa grande sœur que c'est le patriarche, le grand frère, qui l'envoie déménager l'enfant de son ventre. Exactement. Voilà. Et cette scène est très bien décrite à la page 19, où elle lui dit « Grande sœur, je ne te ferai aucun mal ». Et sa sœur demande « Mais pourquoi tu dis cela ? Jusqu'à preuve du contraire, tu ne m'as jamais fait de mal. Ton arrivée ici me soulage beaucoup. » « Tu te trompes, répliqua la fillette sèchement. Pourquoi? Tu as toujours été gentille avec moi. » Elle lui dit « Calme-toi et tends des oreilles. Qu'est-ce que tu entends ?» La jeune dame lui dit « Je n'entends rien, bon, à part le chat qui miaule dans le plafond. » Et à la fillette de répondre « Non, ce n'est pas un chat qui miaule, c'est ton bébé qui pleure là-bas. » Et elle lui dit « Regarde ton ventre. Comment le trouves-tu » La jeune dame se touche le ventre. Elle se rend compte que son ventre est aussi plat qu'une fille qui n'a jamais porté de grossesse. Et elle lui explique que grâce à des moyens mystiques et mystérieux, elle déménage l'enfant, comme vous le dites, du ventre de sa mère régulièrement les nuits. Et l'enfant est affamé sur le toit, il est censé mourir. Oui, et c'est le jour exactement où le patriarche a demandé à ce qu'elle tue l'enfant. Et c'est ce jour-là qu'elle a refusé. Parce qu'elle elle trouvait l'enfant vraiment trop beau. Et aussi sa grande sœur très gentille. Et donc, elle se refuse à cette mission. Et donc, il y a conflit entre elle et le grand frère, le patriarche. Finalement, l'enfant naît. Oui. Il est vivant, mais il est chétif. Il est maladif. On imagine les affres mystiques par lesquelles il a dû passer. 11 mois dans le ventre de sa mère. 11 mois, déjà. Oui. La grossesse ne fait pas 9 mois, mais 11. 11. Donc, malgré tout, il sort chétif. Il sort chétif. Il naît, il grandit donc. Et cet enfant atteint un certain âge, il perd sa mère. Effectivement. Et il part au village pour les obsèques de sa mère. Et là, va se dérouler une scène encore plus surréaliste et effrayante. Oui, effectivement. L'enfant qui avait depuis longtemps été refusé par le patriarche et donc qui n'est jamais allé au village. Donc malheureusement, il perd sa mère. Donc tout naturellement, il doit s'y rendre pour les funérailles. Et c'est en ce moment-là que le patriarche trouve l'occasion de pouvoir en finir avec lui. Mais pendant ce temps, sa tante qui le déménageait pendant la grossesse avait aussi acquis de l'expérience et elle s'était refusée depuis longtemps et se proposait de protéger le neveu, puisqu'elle n'a pas pu protéger la grande sœur qui a été tuée par le patriarche. D'accord. Voilà.
Et c'est en ce moment-là, dans les chauds moments des funérailles, que le patriarche, assis royalement dans son siège, sort mystiquement pour aller porter atteinte à l'enfant couché dans la maison en train de souffrir de la nostalgie de l'absence de sa mère. D'où le titre La main ténébreuse, La parce main que ténébreuse. vous décrivez une main dégoûtante, une main horrible, Oh. pleine de poils, aux ongles longs et noirs, qui saisit l'enfant au cou et qui tente de l'étrangler. L'étrangler. Oui, c'est le patriarche qui se transforme en cette main ténébreuse. Et donc, il saisit l'enfant, il veut l'étrangler. Et la tante... On ne va pas dévoiler la suite, hein, parce que Oui. Etimaker l'a dit, les chutes sont toujours, on dira, inattendues et surprenantes. Donc on va laisser la surprise au lecteur. Ok, Donc qu'est-ce qui merci. va arriver à ce petit garçon? Est-ce que sa tante arrivera à le sortir des griffes des sorciers, ou est-ce qu'il succombera à cette tentative de meurtre, on dira? Eh bien, vous le saurez en lisant Cauchemar sous la fureur des vagues. On va passer à une autre nouvelle. La loi Roméo et Juliette, Oui. qui met en scène une fille qui a une superbe voix, Oui. mais qui a un physique des plus disgracieux. Elle perd la confiance en elle parce que pour elle, la valeur d'une femme réside dans sa beauté physique. Et il faut dire qu'en fait, sa mère a eu droit, elle était parturiente, donc a eu droit à un accouchement difficile, compliqué. Et ce sont ces séquelles-là que Majo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, Oui. que ce sont ces séquelles que Majo a et qui s'aggravent, on va dire, avec le temps. Oui, effectivement, sa mère a été accidentée, gravement, je dirais. Et donc, il fallait soit sauver la mère ou sauver le fœtus. Mais le médecin, avec beaucoup de virtuosité, a fait l'effort de nourrir le fœtus par voie interposée et sauver les deux en même temps. Et ce qui a fait que la grossesse était tombée dans une grave léthargie et le fœtus ne s'est pas bien développé. Et donc Majo est né avec des asymétries qui rebutent vraiment tout. Voilà, pour être gentil, on va dire qu'il n'était pas belle à voir. Donc elle a, Voilà. vous lui dites, une légère asymétrie qui se rendait visible au niveau de son apparence physique. Une partie de son corps semblait plus développée que l'autre. En plus, elle avait un nez recourbé qui dévoilait aisément les signes distinctifs de vieillesse. Oui. Majo était laide, très laide. Effectivement. Mais une chose va équilibrer les choses, sa voix. Une voix méliflue. Effectivement, une voix D'ange. voilà, d'une beauté spirituelle qui ne dit pas son nom et qui va tenter d'équilibrer les choses. Mais malgré tout, Majo ne croyait pas en elle. Il a fallu la présence de son père pour la rassurer. Pour la rassurer, pour l'équilibrer, les psychologues, etc. Ce qui va l'amener à poursuivre les études jusqu'à obtenir ce poste. Donc après les études, elle obtient le poste de standardiste dans une très grande entreprise. Oui. On comprend donc que sa voix y soit pour quelque chose, et effectivement ses diplômes également. Oui. Et un jour, un client qui appelle pour se plaindre d'un service, Oui. tombe amoureux de sa voix. Donc il appelle à plusieurs reprises, il la harcèle presque, il lui donne un rendez-vous. Et là, elle imagine donc avec son amie d'inverser les rôles. Donc elle propose à son amie de se faire passer pour elle, mais dans l'intention de préparer l'esprit du monsieur, parce qu'elle en est tombée amoureuse entre-temps, préparer l'esprit du monsieur à son physique. Voilà. Oui, effectivement, ce fut un rôle dangereux, puisque la camarade de Majo, Michou, qui au premier regard tombe déjà amoureuse de Nizako, le fameux client, qui était Nizako Roger, un monsieur élégant, élégamment bâti. Et donc, Michou n'a pas vraiment pu respecter les clauses du contrat. Et donc, elle est allée avec Nizako Roger, ce qui a encore plongé Majo dans une dépression qui ne disait pas son nom. Et Nizako Roger donc, et Michou filent le parfait amour sous les yeux dépités de Majo qui se morfond d'amour pour ce monsieur et mais qui est résigné à les laisser tranquilles. Oui, finalement, parce qu'elle se dit, de toute façon, s'il me voit, il ne voudra pas être avec moi. Donc autant la laisser vivre son bonheur. Et puis un jour, par le plus grand des hasards, le monsieur décide d'aller la chercher à son service pour le week-end.
Et là, il tombe sur une fille, sur la véritable Majo qu'il reconnaît. La véritable Majo. Qu'il reconnaît à sa voix. À sa voix. On ne dira pas plus. Voilà. Que va-t-il se passer? Comment est-ce que M. Nisako Roger va réagir? Est-ce qu'il va la confondre finalement en sachant qu'elle est la véritable Majo? Puis qu'est-ce qui va arriver? Encore une fois, vous le saurez en lisant cette œuvre. Alors, on va passer à la troisième nouvelle, moi, qui m'a dégoûté quand même. Il faut utiliser leurs mots. Je pense que c'était quand même, il faut utiliser pardon, les mots qu'il faut. Je pense que c'était quand même votre intention en écrivant cette nouvelle. Donc, repas incestueux. Vous étiez conscient que cette nouvelle ne laisserait pas les lecteurs indifférents. Parce que là, on est dans les abîmes de l'immoralité, dans les tréfonds de la bassesse humaine. Et cette histoire, je vous laisse la raconter. Bon, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, mettre les choses à nu. Je dirais les provoquer pour qu'on puisse ensemble les convoquer. Et une fois convoqué, chacun pourra révoquer ce qui n'est pas bien à l'intérieur. Très belle expression, je la noterai tout à l'heure. Merci. Et donc, il s'agit de princesse. Voilà, la seule fille du père et de la mère. Quand c'est comme ça, les parents adorent leur enfant. D'autant plus qu'ils sont fortunés. Effectivement, il l'envoie aux États-Unis. Elle revient avec un grand diplôme. Elle réussit son stage. Elle est maintenue dans la boîte où elle a fait son stage. Elle fait grandir l'entreprise. Mais malgré tout, aucun homme autour. Il y a des hommes autour, oui, mais elle les refuse. Voilà, elle les refuse. Elle les rejette systématiquement. Systématiquement. Et son père est un grand homme politique, M. Amizini. Et donc, à 24 ans, les parents commencent à s'inquiéter. Mais pourquoi financièrement stable, intellectuellement stable, physiquement stable, et puis elle rejette toute la masculinité, ça suscite des curiosités. Au point où son père la pense lesbienne. Oui, il lui pose la question ouvertement. Voilà, ouvertement, et là, elle est choquée. Elle rentre dans une fureur. Voilà, une fureur pas possible. Et donc, le père, un autre jour, revient encore avec les jeunes cadres du parti, puisqu'il est conseiller à la présidence. Et sa fille se fâche encore et dit à son père, mais je ne suis pas un objet de luxe à vendre. Et là, un jour après la campagne, c'est mené politique. Il vient et il s'assoupit bizarrement dans le siège. Bon, c'était prémédité, puisqu'elle avait drogué son père. Et elle lui a fait des choses pas vraiment catholiques. Il faut le dire, elle drogue son père et viole son père. Et viole son père, effectivement. Et elle fait une vidéo à l'appui. Et donc, lorsque le père se rend compte que sa fille s'est rendue coupable de cet acte incestueux, il a maudit avec tous les mots les plus sévères. Et à la suite de la campagne électorale, son parti politique accède au pouvoir et il manque de peu de chuter face à une attaque mystique. Et son marabout, comme on a l'habitude de le dire, qui lui fait savoir que c'est votre fille qui vous protège suite au rapport sexuel que vous avez eu. Il faut dire qu'après les rapports sexuels qu'il entretient avec sa fille, ce monsieur, il est complètement dégoûté, il est choqué lui-même de ce qui lui est arrivé. En aucun cas, il n'a cautionné sur le champ. Sur le champ. C'est après conversation avec le marabout qu'il lui dit, bah, écoutez, votre fille, elle vous protège spirituellement et qu'en entretenant des rapports sexuels avec elle, vous gardez non seulement votre richesse, mais également vous avez une protection. Donc à ce moment-là, le monsieur se dit, tiens, ça peut être intéressant de continuer. Voilà. Il revient encore pour rééditer le même exploit. Et là, il trouve une autre personne dans le corps de sa fille. Parce qu'au départ, il l'avait traité de diabolique et il avait même dit que ce n'était pas sa fille. Mais là, celle qu'il voit, ce n'était plus la jeune fille qu'il avait violée en son temps. Et la jeune fille qui vient, qui s'agenouille, voilà. Elle dit à son père que désormais j'ai un homme, le chef de l'entreprise où je travaille. Et donc désormais on était prêt à vous annoncer la bonne nouvelle qu'on allait se marier. Et elle demande pardon pour cet égarement qu'elle ne comprend pas elle-même finalement. Elle-même finalement. Elle ne comprend pas quel est ce démon qui a pu entrer en elle, qui l'a poussé à cet acte incestueux. Mais le père, lui, il comprend.
parce que sa richesse n'est pas fortuite. Exactement. Voilà, sa richesse venait du fait qu'il a eu lui-même des rapports forcés avec sa mère. Là, c'est lui qui a obligé sa mère à avoir des rapports. C'est lui qui a obligé sa mère. Il a violé sa mère. Il a violé sa mère. Et comme le karma est ce qu'il est, oui, sa fille l'a violé à son tour. À son tour. C'est une histoire sordide quand même. Oui, effectivement. D'où vous avez sorti cette imagination pour écrire quelque chose aussi lugubre, parce que ça fait froid dans le dos cette histoire. Oui, effectivement, parce que dans le jeu politique, je dirais, toutes les voies sont vraiment exploitables et exploitées pour atteindre le but, pour parler un peu comme Machiavel. Très bien. Oh, voilà. Alors, on n'a plus suffisamment de temps, on va parler donc de la 6e nouvelle, celle d'ailleurs qui donne son nom à l'ouvrage, Cauchemar sous la fureur des vagues. Encore des histoires de migrants. Oui. C'est un thème qui est très présent autour de nous, présent dans l'actualité. Ces jeunes gens qui trouvent la mort sur des embarcations de fortune, qui veulent à tout prix rejoindre l'Occident. On ne cesse de les décourager, de présenter les risques qu'ils encourent, mais c'est toujours la même chose. Et moi, je pense que c'est bien d'en parler autant dans les œuvres que de faire de la sensibilisation. Alors là, c'est l'histoire d'un jeune Ivoirien qui se retrouve confronté à ce problème-là. Il vit en France, il arrive à accéder à la France, il y vit et il est rapatrié. Ce jeune homme est le représentatif de tous ces jeunes Africains qui pensent que le bonheur se trouve ailleurs. Mais une chose que je voudrais souligner, c'est que le bonheur n'est jamais donné. Le bonheur n'est pas au coin de rue où on passe et on ramasse. Les Européens ont construit leur bonheur sur la base de rien. Je pense qu'il faut sensibiliser cette jeunesse-là à pouvoir et à vouloir se construire ce bonheur-là. Et je pense que l'Afrique regorge tous les potentiels nécessaires pour qu'on puisse construire ce bonheur. Alors il part à l'aventure et il manque de peu que la Méditerranée soit pour lui une autre sépulture comme nos parents esclaves. Exactement. Voilà. Alors, à la base, il vit donc en France, il est rapatrié au Mali parce qu'il y a une majorité de Maliens qui sont rapatriés. Donc, le charter ne prend même pas la peine de le déposer en Côte d'Ivoire. Et il faut préciser qu'il ne veut pas y rentrer parce qu'il a un contentieux familial. Il a volé de l'argent à son oncle pour aller se chercher entre griffes. Donc, il atterrit au Mali. De là, des pérégrinations, il est notamment humilié par l'ambassadeur de son pays. Il retrouve de ses compagnons de fortune qui l'initient au braquage. Oui, ils vont braquer une microfinance. Ils vont obtenir la somme de 2 100 000 francs. Voilà, et avec cette somme, ils vont remonter encore la piste pour se retrouver à Lampedusa. Donc cette fois, la première fois, ils vont déjà passer par le Maroc. Le Maroc, à Ceuta. Voilà, exactement. Voilà. Et là, les choses ne se passent pas bien. Au vinaigre. On les rapatrie, cette fois-ci au Kenya. Au Kenya. Et ils vont encore remonter la pente. Ils remontent et cette fois-ci, ils décident de passer par Lampedusa. Oui. Et ça va encore tourner, au vinaigre. Et la chute de cette histoire, je vous assure, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Mais vous avez le don comme ça de chaque fois finir sur des choses très surprenantes, des choses qui sortent tout droit de votre imagination, qui est merveilleusement fertile. Et on va parler pour finir des remords de Myriam. Alors, vous précisez que cette nouvelle n'est pas de vous, mais d'une jeune fille qui a été lauréate du concours Serge Gras. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, une histoire triste, mais d'une tristesse infinie. Cette jeune fille-là qui... Au moment d'atteindre le bonheur, voit la vie s'écrouler sous ses pieds. Tout simplement parce qu'elle avait mal construit sa jeunesse. C'était une erreur parce que, je veux dire, la semaine dernière, on recevait ici monsieur Mathurin Golibi-Irié qui parlait donc de ces jeunes filles qui se laissent aller à la facilité, qui enchaînent les relations sexuelles pour de l'argent et tout. Ça n'a pas été le cas de notre héroïne. Hein. Elle n'a eu qu'une seule relation avec un seul homme. Une relation non protégée et ça a suffi à l'infecter. Du VIH-Sida. Effectivement. Et il faut comprendre que ces jeunes filles sont beaucoup et fortement tentées par la curiosité sexuelle à l'école. Elle a tout fait pour éviter, mais au dernier moment, elle a chuté. Elle s'est crue amoureuse. Voilà. Et donc, sa vie est partie à l'aventure avec elle.
contre son gré. Et au moment où elle devait jouir enfin du bonheur de son âge et de ce que la vie avait à lui offrir, elle se retrouve devant... Tout s'est écroulé sous ses pieds. Voilà. Pitoyable. Cauchemar sous la fureur des vagues. 9 excellentes nouvelles qui vous permettront donc de vous distraire ou d'apprendre des choses. C'est déjà la fin de notre numéro. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. En tout cas, ça a été un plaisir pour toute l'équipe de production de préparer et de vous proposer cette émission. Équipe technique que je vais d'ailleurs saluer. Elle est dirigée par Anicette Aouman qui est la réalisatrice de cette émission. Nous étions ici à la bibliothèque de l'Institut français. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc lundi à partir de 20 h sur RTI 2 pour un nouveau numéro. Monsieur Christian Yao, le dernier mot vous appartient. Le dernier mot, c'est particulièrement une invite à la jeunesse africaine d'éviter de croire que le bonheur est quelque chose qui se donne. Non, le bonheur se construit et on peut construire le bonheur sur n'importe quoi. Et on peut partir de rien et construire un bonheur autour de soi et un bonheur pour que cette société africaine qui est en souffrance puisse aller pour le mieux.